Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va passer en revue les nouveautés à paraître en septembre 2024 chez Panini Comics. Comme d'habitude, si vous remarquez des erreurs, des oublis ou des changements de dernière minute, n'hésitez pas à laisser un mot dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. En attendant, c'est pas encore ce mois-ci que Panini va se décider à lever le pied puisque sont annoncés pour septembre 45 nouveaux titres. C'est le cas en 100% Marvel pour le nouveau Age of Spider-Man, anthologie dont les récits sont signés par quantité de monde, et c'est le cas aussi du côté des intégrales, avec le report de celle consacrée à Brother Voodoo pour la période 1973-1990, la première intégrale Nova qui réunit les 18 premiers numéros de la série, et enfin la nouvelle édition de l'intégrale Amazing Spider-Man 1972. Celle-ci, je crois bien que j'ai oublié d'en parler le mois dernier. En ce qui concerne les autres, je vous invite à jeter un œil à la vidéo des sorties Panini du mois d'août pour en savoir plus. L'intégrale Spider-Man 1972 contient quant à elle les épisodes 104 à 115 d'Amazing Spider-Man. C'est dans cette intégrale qu'on trouvera les derniers épisodes de la série écrits par Stan Lee, lequel cède sa place de scénariste à Jerry Conway à partir du numéro 111. On trouvera également les épisodes que John Romita considère comme ses meilleurs, les numéros 108 et 109, qui lui permettent de rendre hommage à l'un de ses maîtres, Milton Caniff. C'est également dans ces épisodes qu'on croisera de nouveaux Spider-Slayers, au design nettement plus impressionnant que la version précédente, et que le Gibbon et surtout Hammerhead vont faire leur premier pas. Cette intégrale sortant avec un peu de retard, on devrait donc se retrouver avec deux intégrales Amazing Spider-Man ce mois-ci, puisque celle de 1973 est également annoncée et devrait sortir 15 jours après la précédente. Une intégrale qui marque un tournant majeur dans la vie de Spider-Man, avec la mort de Gwen Stacy et accessoirement du Bouffon Vert. Juste avant, le tisseur aura croisé la route de Hulk, et juste après, celle de Luke Cage. C'est également en 1973 que John Jameson va pour la première fois se transformer en Man-Wolf, et enfin, à partir du numéro 126, Ross Andru devient le nouveau dessinateur régulier de la série, poste qu'il occupera jusqu'en 1978. Puisqu'on est dans les intégrales, restons-y avec l'intégrale 1989 de X-Factor, une intégrale qui inclut le crossover Inferno. Ce qui veut dire que plus de la moitié des épisodes au sommaire, à savoir X-Factor 36 à 39 et Uncanny X-Men 242 et 243, figuraient déjà dans le volume 1 de l'intégrale X-Men 1989, ressorti début juillet. À 36€ le volume, même si ça me paraît compliqué de faire autrement, on a le droit de la voir mauvaise. Côté nouveauté entre guillemets, il faudra donc se contenter de X-Factor 40 à 42, soit un épisode dessiné par Rob Liefeld, l'un de ses tout premiers travaux pour Marvel, et une histoire en deux parties dessinée par l'immense Arthur Adams. On trouvera également l'annual numéro 4, en grande partie dessiné par John Byrne, y compris un court récit jamais traduit jusqu'ici. Je parlais il y a 30 secondes du volume 1 de l'intégrale 1989 des X-Men, le volume 2 ressort en septembre, avec les épisodes 246 à 256 d'Uncanny X-Men, plus l'annual numéro 13. Des épisodes qui vont marquer la fin des X-Men tels qu'on les connaît et redéfinir certains d'entre eux, à commencer par Psylocke, dans un épisode qui marque les débuts sur la série d'un certain Jim Lee. Quant à l'annual, il s'agit d'une histoire sans grand intérêt qui s'intègre dans l'event Atlantis Attacks. Du côté des West Coast Avengers, on lira la fin du run de Steve Englehart et Al Milgrom, duo qui sera remplacé à partir du prochain volume par John Byrne. Côté Hulk, le long run de Peter David s'approche de la fin. On poursuit dans ce volume l'année 1996 à partir du numéro 441, avec les derniers épisodes dessinés par Angel Medina et les premiers signés Mike Deodato Jr. Terminons les intégrales avec la nouvelle édition de Fantastic Four 1970 qui contient les ultimes épisodes dessinés par Jack Kirby et les quelques épisodes signés de son éphémère remplaçant John Romita. Pas la meilleure période de la série qui, à partir de là, va mettre longtemps à trouver un second souffle. Passons au 100% Marvel avec le démarrage de Fall of the House of X, Rise of the Powers of Ten, soit le début de la fin pour l'ère Krakoa. Plusieurs nouvelles séries au sommaire des deux premiers numéros à apparaître en septembre, Fall of the House of X par Jerry Duggan et Lucas Werneck, Rise of the Powers of Ten par Kieron Gillen et Arby Silva, Cable par Fabian Nicieza et Scott Eaton, Resurrection of Magneto par Al Ewing et Luciano Vecchio, et enfin Dead X-Men par Steve Fox et Vincenzo Caratu.
À côté de ça, on retrouvera quelques titres ayant survécu à la purge précédente. X-Men est toujours écrit par Gerry Duggan, mais il est rejoint au dessin par Phil Noto. X-Force est signé Benjamin Percy et Robert Gill. Quant à Wolverine, la série est désormais écrite à 4 mains par Benjamin Percy et Victor Laval. Les dessins sont signés Corey Smith et Geoff Shaw, et on y assistera à l'affrontement final entre Wolverine et Sabretooth. Dans Marvel Comics numéro 9, on trouvera un nouveau one-shot Timeless, censé nous donner à voir le futur vers lequel se dirige l'univers Marvel. Le récit est signé Jackson Lanzing, Colin Kelly et Juan Cabal, et il met en scène un affrontement à mort entre Moon Knight et Power Man. À côté de ça, on trouvera les séries habituelles, Avengers numéro 9 par Jed MacKay et Francesco Mortarino, plus un récit bonus consacré à Firebird, extrait d'Avengers numéro 6, par Kalinda Vasquez et Alba Glaze, Superior Spider-Man numéro 3 par Dan Slott et Mark Bagley, Spider-Boy numéro 3 par Dan Slott et Paco Medina, Invincible Iron Man numéro 15 par Gerry Duggan et Chris Lee, et enfin Immortal Thor numéro 7 par Ali Wing et Martin Coccolo. Nous manque à l'appel qu'Amazing Spider-Man, qu'on retrouve ce mois-ci encore dans le 3e et dernier numéro de Gang War. 2 épisodes signés Zeb Wells et John Romita Jr., accompagnés de quelques tie-in, Luke Cage par Rodney Barnes et Ramon Bax, Spider-Woman par Steve Fox et Carola Borelli, Daredevil par Erika Schultz et Sergio Davila, et enfin Deadly Ends of Kung Fu par Greg Pak et Caio Marado. Miles Morales participe également à cette Gang War dans le tome 3 de sa propre série, qui réunit les épisodes 13 à 16 par Cody Ziglar et Federico Vicentini, plus le one-shot Giant Size Spider-Man, toujours écrit par Ziglar, mais dessiné par Iban Coelho. Les autres 100% Marvel du mois sont pas franchement enthousiasmants. Dans Thanos, Christopher Cantwell et Luca Pizzari sont chargés de mettre en scène le énième retour du Titan Fou, et le résultat est franchement pitoyable. Une querelle d'amoureux entre Thanos et la mort qui font une scène de ménage en plein centre-ville de Fresno, face à des Illuminati qui s'envoient des blagues même pas dignes d'une mauvaise sitcom. Tout ça est assez pathétique. Si le premier vous a pas suffi, sorti d'un 2e tome consacré à Spider-Punk, toujours par Cody Ziglar et Justin Mason. En voyant ce machin, Sid Vicious se serait écrié « Finalement, j'ai bien fait d'être mort ». Sorti également de Deadly Neighborhood Spider-Man, qui fait en quelque sorte suite à Spine Tingling Spider-Man, sorti fin juin. On retrouve Juan Ferreira au dessin, toujours aussi efficace et inspiré lorsqu'il s'agit de retranscrire des scènes cauchemardesques. Le scénario, en revanche, a été confié à B. Earl et Taboo, duo d'auteurs auquel on doit déjà un Daredevil Echo que tout le monde a déjà oublié 3 mois seulement après sa sortie. Sorti enfin du tome 2 d'Incredible Hulk, écrit par Philip Kennedy Johnson, et si le premier tome pouvait faire illusion, celui-ci confirme que le scénario n'est qu'une succession de monstres génériques, tous moins intéressants les uns que les autres. En outre, une fois de plus, Nick Klein ne dessine que la moitié des épisodes, le reste étant confié à Daniel Earls. Et clairement, Earls n'a pas le niveau, ses planches font carrément tâche comparées à celles de son collègue. Passons au Marvel Deluxe, en commençant par le 3e tome de X-Force, toujours écrit par Benjamin Percy, et dessiné par Robert Gill et Christopher Allen. Ça reste pas mal dans le genre bourrin, mais l'absence de Joshua Cassara au dessin se fait quand même sérieusement ressentir. Sorti également du 3e tome des New Mutants, les épisodes signés Vita Ayala et Rod Reiss restent d'un bon niveau, et ils permettent au lecteur de refaire un petit tour dans les limbes, mais le niveau s'effondre dès qu'ils sont remplacés par Charlie Jane Anders et Alberto Albuquerque. Sorti du 2e et dernier tome du Punisher de Greg Rucka, Marco Checchetto et Carmine Di Giandomenico. Pas une mauvaise lecture, et Checchetto, s'il n'est pas aussi bon qu'il le sera par la suite, fournit néanmoins un chouette boulot, mais la longueur du récit de Rucka aurait pu être divisée par 2 sans que personne y trouve à redire. Amazing Spider-Man de Zeb Wells et John Romita Jr. passe à son tour en Marvel Deluxe, sans passer par la case 100% Marvel, ça semble désormais être la nouvelle norme chez Panini. Au sommaire de ce premier tome, les 8 premiers numéros de la série, et non, j'ai aucune intention de relire ce truc. Sorti enfin d'un inédit, Invaders de Chip Zdarsky, Carlos Magno et Butch Guice. Une série de 2019 que Panini aura donc mis 5 ans à publier. Ce qui amène à se poser 2 questions. Pourquoi ne pas l'avoir sorti à l'époque, et pourquoi le sortir aujourd'hui ? Invaders est un spin-off des Avengers de Jason Aaron qui se focalise sur Namor et qui tente d'expliquer le comportement belliqueux du personnage dans les pages d'Avengers. Et pour l'empêcher de faire n'importe quoi, Namor va trouver sur son chemin ses anciens compagnons d'armes au sein des Invaders durant la Seconde Guerre mondiale, Captain America, la Torche Humaine originelle, ainsi que quelques autres.
Invaders est une maxi-série qui a des qualités, à commencer par la prestation au dessin de Carlos Magno et de Butch Guice, qui se répartissent intelligemment le travail. Magno met en scène le récit principal pendant que Guice se charge des flashbacks. Le scénario de Zdarsky me semble moins réussi, il retconne en partie le passé du personnage et il fait surtout de lui le portrait d'un homme malade qui passe son temps à faire tout et son contraire et qui, il faut bien le dire, fait peine à voir. C'est pas un mauvais titre, mais je peux pas dire qu'il m'est enchanté non plus. Et pour en finir avec cette collection, sortie de Axe Judgment Day, le crossover mettant en scène Avengers, X-Men et Eternals. Ce Deluxe réunit l'essentiel de cet event, soit les 6 numéros de la mini-série, par Kieron Gillen et Valerio Schiti, plus 3 tie-ins. Et si ça vous suffit pas, vous pourrez toujours vous tourner vers le Marvel Absolute, qui sort le même jour, et qui réunit tous les titres parus dans le cadre de cet event sur près de 1000 pages. A priori, rien d'inédit si vous avez lu ça dans les pages du 100% Marvel Judgment Day et de Destiny of X. En Marvel Must-Have, sortie de Spider-Man, La Vengeance des Sinister Six d'Eric Larson. Il s'agit des 7 épisodes de Spider-Man écrits et dessinés par Larson en 1991-1992, juste après le départ de Todd McFarlane de la série. Des épisodes que j'aime beaucoup, mais qu'on trouve déjà dans l'omnibus que Panini a sorti début juillet. Et quitte à lire du Spider-Man par Larson, autant prendre la totale. Sortie également de Vision, la maxi-série de Tom King et Gabriel Walta. Une très bonne maxi-série et l'un des rares travaux de King pour Marvel, qui redéfinit le personnage de Vision dans un cadre très conventionnel et banal, celui d'une petite banlieue américaine bien tranquille. La série a rapporté à ses auteurs un Eisner Award bien mérité en 2017, et ça vaut vraiment le coup d'être lu. Nouvelle fournée des Marvel Poche avec la suite des séries en cours, le tome 4 d'Ultimate Spider-Man toujours par Brian Michael Bendis et Mark Bagley, le tome 3 d'Ultimates avec la seconde moitié de la deuxième série par Mark Millar et Brian Hitch, le deuxième et dernier tome d'Astonishing X-Men par Joss Whedon et John Cassaday, et le tome 3 de The Boys qui réunit les épisodes 31 à 38 de la série, plus la mini Herogasm dessinée par John McCree. À ces 4 titres s'ajoute un nouveau, le premier tome de Civil War, qui contient la mini-série de 2006 par Mark Millar et Steve McNiven, plus les épisodes 22 à 25 de Captain America par Ed Brubaker et Steve Epting. Passons du petit au très grand format avec le deuxième omnibus des New Avengers, écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par, grosso modo, les meilleurs artistes de l'époque, de Lenny Francis Yu à Stuart Immonen, en passant par David Mack ou Jim Chung. Une bonne partie de ces épisodes sont liés à l'event Secret Invasion, mais comme la mini-série en question figure pas dans cet omnibus, je sais pas si les épisodes se lisent aussi bien de manière indépendante. En revanche, on trouvera bien au sommaire la mini Illuminati, dessinée par Jim Chung, ainsi que quelques autres récits annexes. Sorti également du 4e omnibus des Savage Sword of Conan, qui devrait contenir les numéros 45 à 60 du magazine Noir et Blanc, des récits écrits pour la plupart par Roy Thomas et dessinés en majorité par John Buscema. Pour les plus jeunes lecteurs, en Marvel Kids, sorti du tome 3 des aventures de Spider-Man, avec au sommaire différents récits extraits de Marvel Adventure Spider-Man, et du tome 3 des aventures des Avengers, avec les épisodes 11 à 14 de la série Marvel Adventures de 2006, par Jeff Parker, Juan Santa Cruz et Leonard Kirk. Et en kiosque, sorti du numéro 2 de Spider-Man Géant, qui réunit différents titres de la série Marvel Age, paru aux États-Unis il y a 20 ans. Kiosque toujours avec les icônes de Marvel numéro 7 consacré à Spider-Man. Comme toujours avec ce magazine, on aura droit à un pot-pourri de différents récits issus de toutes les époques. Le numéro 14 d'Amazing Spider-Man, soit la première apparition du Green Goblin par Stan Lee et Steve Ditko, le 94 par Stan Lee et John Romita, dans lequel le scarabée kidnappe Aunt May, le 252 par Roger Stern, Tom DeFalco et Ron Frenz, dans lequel Spider-Man étrenne son nouveau costume noir, et le 301 par David Michelinie et Todd McFarlane, avec en guest Silver Sable. On aura également Amazing Spider-Man numéro 38 de 2002 par J. Michael Straczynski et John Romita Jr., Spectacular Spider-Man numéro 2 de 1976 par Jerry Conway et Sal Buscema, et le numéro 149 signé par le même duo 13 ans plus tard. Du côté des titres indés, Panini ressort 2 titres à prix découverte, soit 10€, histoire vraisemblablement d'écouler leur stock d'invendus. C'est intéressant pour Monkey Meat de Juniba, une œuvre qui graphiquement ressemble pas à grand chose d'autre et qui emprunte à quantité de styles différents, du manga au graphe, ça mérite au moins qu'on y jette un coup d'œil.
En revanche, Mother of Madness de Marguerite Bennett, Layla Lades et l'actrice Emilia Clarke, à 10€, c'est encore 9,50€ de trop, tant cette histoire pseudo-féministe et grotesque de bout en bout est écrite avec les genoux. Dommage pour Layla Lades, qui signe malgré tout de belles planches, mais vraiment qu'Emilia Clarke se contente de jouer et qu'on la laisse plus approcher d'un clavier. Panini sortira également une nouveauté en indé, et une fort bonne nouveauté, Ribbon Queen de Garth Ennis et Jason Burrows. Celui-ci, on y reviendra plus en détail quand il sera sorti, mais sachez d'ores et déjà qu'il s'agit d'une excellente cuvée d'un duo qui en a quand même signé quelques-unes au fil des ans, un récit qui démarre comme une histoire policière classique et qui va basculer sans prévenir dans l'horreur pure. C'est à la fois ultra violent et extrêmement intelligent. Garth Ennis y interroge des thématiques totalement d'actualité, et il le fait avec la pertinence qu'on lui connaît. Et on termine comme toujours avec les sorties Star Wars du mois, elles sont 3. Le 7e et dernier tome de Dr. Aphra par Alyssa Wong, Min-Kyu Young et Jeffro Morales, qui contient les épisodes 32 à 40 de la série. Le tome 8 de Dark Vador par Greg Pak et Raffaele Ienco, avec les épisodes 37 à 41. Et puis, en Star Wars Legends, la trilogie de Throne, avec au sommaire les mini-séries Heir to the Empire, écrit par Mike Baron et dessiné par les Français Olivier Vatine et Fred Blanchard, Dark Force Rising par Mike Baron et Terry Dodson, ancré par Kevin Nolan, et The Last Command, toujours par Baron et dessiné par Edwin Bukovic et Eric Schanauer. A noter que cet album ne paraît pas en Epic Collection, mais dans une édition cartonnée et plus grand format. Le prix est lui aussi plus grand format à 50€. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos, et vous pouvez surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.